Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Rwanda signe un accord bilatéral de sécurité et de coopération avec l'Ouganda, une entente en vue d'une réouverture de leurs frontières communes après plusieurs mois de tensions. Le groupe bancaire Aura Group va bénéficier d'un appui financier de la part d'un fonds d'investissement spécialisé, une enveloppe de 20 millions d'euros qui sera mise au service des campagnes agricoles de 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Et des milliers d'afro-descendants commémorent le 400e anniversaire du début de l'esclavage. Le Ghana se place en terre d'accueil en proposant aux Afro-Américains de retourner vers la terre-mère de leurs ancêtres. Mais tout d'abord au Zimbabwe, les arrestations en série ces dernières semaines de plusieurs critiques du pouvoir ne sont pas sans rappeler les années du président Robert Mugabe. Certaines manifestations pacifiques de syndicats des travailleurs se sont soldées par des arrestations. Les dernières en date étaient vendredi. Un avocat et un journaliste venus couvrir la manifestation d'un syndicat d'enseignants devant le ministère des Finances ont été arrêtés. Et la manifestation a été interrompue par les forces de l'ordre. La veille, un représentant du mouvement pour le changement avait été arrêté pour avoir encouragé la tenue d'une manifestation interdite par les autorités. Les présidents rwandais et ougandais, à savoir Paul Kagame et Yoweri Museveni, ont signé le 21 août un accord de sécurité et de coopération bilatérale, une entente censée ouvrir la porte à une sortie de crise après plusieurs mois de tension. Les explications dans ce reportage de notre correspondant au Rwanda, Fraternda Keisenga. C'est une poignée de main très acclamée tant au Rwanda qu'en Ouganda, mais également dans toute la communauté de l'Afrique de l'Est. Paul Kagame du Rwanda et Yoweri Museveni de l'Ouganda ont finalement choisi d'enterrer la hache de la guerre. Ils ont signé un accord de sécurité et de coopération ce 21 août à Luanda, la capitale angolaise. Un accord signé en présence des présidents João Lourenço de l'Angola, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Le Rwanda s'engage à mettre en œuvre tous les points mentionnés dans ce document. Tout d'abord parce qu'il va nous aider à surmonter les obstacles qui nous empêchent de bien cohabiter avec nos voisins, mais également par respect pour nos frères qui ont voulu nous aider dans ce processus de rétablissement de nos relations. Et les deux pays d'Afrique de l'Est s'étaient mutuellement accusés d'espionnage, d'ingérence et d'assassinat politique, des tensions qui avaient conduit à la fermeture par le Rwanda de la frontière entre les deux pays en février 2019. Ce n'est pas un problème de document dont il est question ici, mais plutôt de la mise en œuvre du contenu de ce dernier. Il y a toujours eu des textes bien rédigés en Afrique, mais le problème demeure au niveau de leur implémentation. Dans notre cas, même si les médiateurs parlent des conséquences en cas de non-respect de cet accord, je ne vois pas comment ils vont s'y prendre car cela n'est pas mentionné. Avec la signature de cet accord, les chefs d'État s'engagent sur 7 points essentiels, dont la réouverture de la frontière pour la reprise des activités économiques. Le Rwanda vient de contracter l'un de ses plus importants prêts auprès du Japon. 94 millions de dollars ont été empruntés dans le cadre de la lutte contre la malnutrition. L'objectif étant de faire passer le retard de croissance chez les enfants sous la barre des 19% d'ici 2023. Aménage. 10 milliards de yens, soit 94 millions de dollars, c'est le montant ayant fait l'objet d'un prêt concessionnel accordé au Rwanda par le Japon pour la mise en place d'un programme de lutte contre la malnutrition. Ce prêt, l'un des plus importants octroyés au Rwanda, est assorti d'un taux d'intérêt de 0,01%, d'un délai de remboursement de 10 ans et d'une période de grâce de 10 ans. On peut admettre qu'avec un niveau d'endettement de 49% de son PIB en 2018 et même en 2019, et un solde courant régulièrement négatif au cours de ces dernières années, le Rwanda semble s'enliser avec ce nouvel accord de prêt dans un cercle vicieux et ne présente pas et semble ne pas présenter les garanties suffisantes qui peuvent augurer un remboursement aisé de sa dette. Avec ce financement, le gouvernement rwandais compte entamer un programme d'amélioration de l'état nutritionnel des populations à travers une coordination multisectorielle suivie d'actions touchant à la sécurité alimentaire. Outre les résultats attendus dans la production agricole, le Rwanda est sur
sur une bonne lancée de son secteur touristique qui fait de précieuses rentrées de devises depuis un certain nombre d'années, susceptibles d'améliorer le solde de sa balance de paiement. Il faut également se rappeler du potentiel du secteur minier rwandais. Au Rwanda, la prévalence du retard de croissance pour les enfants âgés de 6 mois à 5 ans est passée de 45% en 2012 à 35% en 2018. Le pays envisage de faire passer ce taux en dessous de 19% d'ici 2023, conformément à son plan stratégique pour la transformation de l'agriculture lancé en 2018. Également dans l'actualité, en Tunisie, l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui est aussi l'un des candidats à l'élection présidentielle du 15 septembre, a été arrêté ce vendredi dans le nord-ouest du pays. Cette nouvelle arrestation succède à son inculpation pour blanchiment d'argent. Il y a de cela 1 mois et demi, le fondateur d'une chaîne de télévision qui est aussi très actif dans le domaine humanitaire dénonce une arrestation politique alors que sa cote ne cesse de grimper dans les sondages depuis qu'il a déclaré fin mai 2019 sa candidature à la présidentielle. Coup de pouce au secteur agricole ouest-africain. Le groupe bancaire panafricain Aura Group vient de décrocher une enveloppe de 20 millions d'euros de la part d'un fonds d'investissement spécialisé. Le montant servira à appuyer les campagnes agricoles, notamment du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou encore du Burkina Faso. C'est un sujet de Philomène Tiné. Un prêt de 20 millions d'euros, soit environ 13 milliards de francs CFA, a été accordé au groupe bancaire panafricain Aura Group par un fonds d'investissement spécialisé. Aura Group devrait financer des entreprises privées qui investissent dans des campagnes agricoles dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger et le Sénégal. Ce financement doit être orienté sur certains segments et donc ces différents segments-là sont l'encadrement du producteur, la formation, l'accès des producteurs aux intrants et aux matériels agricoles et la facilitation pour la commercialisation de leurs produits. Les agriculteurs ouest-africains font face aux problèmes d'accès aux services sociaux de base, aux services agricoles et financiers. Mais depuis quelques années, l'on assiste à une implication plus accentuée des banques dédiées au financement de l'agriculture. Les alliances se multiplient entre les banques commerciales et les institutions de microfinance capables de toucher les agriculteurs. Quand on parle de financement, il ne faut pas voir simplement un montant liquide qu'on va donner au producteur. Mais ce financement-là doit servir le producteur. Il se sentira appuyé. Il va mieux exploiter son exploitation pour pouvoir atteindre les rendements escomptés. En tout état de cause, tout passe par un financement. Mais ce financement-là doit être exploité de façon plus pratique pour le producteur. Plusieurs agences de coopération et de financement se sont engagées auprès des agriculteurs pour une productivité agricole dans la sous-région ouest africaine. Néanmoins, des défis allant du changement climatique à une volatilité des prix menacent la capacité des Africains de l'Ouest à saisir les opportunités qu'offre le secteur agricole. Des milliers d'afro-touristes ont répondu favorablement à l'invitation du Ghana de venir commémorer le 400e anniversaire du début de l'esclavage. Et cette période n'est pas un hasard puisque 2019 a été décrétée année du retour pour les descendants d'esclaves. Un sujet de Aïssatou Diamanka-Besland. Retournés sur la trace de leurs ancêtres, des milliers d'Afro-Américains ont mené ce processus du retour aux sources ces 10 dernières années. Tani Sanchez et Tani Sylvester, mère et fille, ont fait le déplacement de Los Angeles et de la Californie pour un voyage au Ghana, la terre de leurs ancêtres. Vous savez, ma grand-mère a passé des heures à me raconter à ma sœur et à moi des histoires sur son grand-père qui était soldat pendant la guerre civile. Je ne vais pas aller au Ghana et commencer à embrasser le sol et pleurer. Ça n'arrivera pas. Je suis américaine, mais je veux rendre hommage à cette personne que ma grand-mère aimait et que j'ai appris à aimer sans jamais l'avoir rencontrée.
Il y a déjà 400 ans que les premières vagues d'esclaves ont débarqué dans les colonies anglaises et d'Amérique du Nord. Le Ghana est le premier pays à ouvrir ses portes aux personnes d'ascendance africaine venant de partout dans le monde. Cérémonies traditionnelles Ashanti, visite des grottes et des lieux de capture de leurs ancêtres, mais aussi de la rivière où les esclaves étaient forcés de se laver avant leur départ vers l'inconnu. Une profonde émotion pour Tani Sylvester. Vous savez ce que ma mère disait au sujet de l'honneur des ancêtres. C'est comme si mes ancêtres voulaient que je descende dans l'eau et que je revienne sur leurs pas. Enlever mes chaussures, entrer dans cette eau et sentir le sol sur lequel ils marchaient me fait sentir différente. J'y sors avec le sentiment d'être une personne différente de celle que j'étais avant d'y entrer. Le Ghana, le pays d'Afrique de l'Ouest, d'où sont partis la majorité des 15 millions d'esclaves d'Afrique, invite la diaspora à rentrer au pays. Déjà du temps de Kwame Nkrumah, le premier président ghanéen, le pays les a encouragés à revenir contribuer au développement du continent. Dans le reste de l'actualité au Cameroun, la FECAFOOT a décidé le 22 août de suspendre la Ligue de football professionnel du Cameroun avec effet immédiat pour violation grave et réitérée de ses obligations. Une autre réunion du bureau exécutif de la Fédération camerounaise de football est prévue le 3 septembre avec à l'ordre du jour l'examen de la situation de la Ligue de football professionnel du Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.